Bienvenue à cette conférence exceptionnelle de la SAF et à la remise du prix Janssen à Hubert Reeves. Je m'appelle Jean-Pierre Martin, je suis membre de la SAF et je vais passer la parole à Gilles Davidovitz, qui est le secrétaire général de la Société astronomique de France. Bonne soirée. À toi, Gilles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre présence. C'est un grand honneur, évidemment, pour nous de vous recevoir tous et toutes ici ce soir pour une soirée exceptionnelle. Je ne serai pas très très long, en fait. Comment vous faire attendre pour vivre ce moment? C'est pas évidemment tous les jours que l'on remet le prix Janssen, encore moins à un éminent astrophysicien qui a fait la promotion des sciences spatiales et astrophysiques depuis des décennies maintenant et qui milite depuis aussi très longtemps pour la sauvegarde de la biodiversité, un ensemble de thématiques évidemment qui sont chères à la Société astronomique de France et à son fondateur Camille Flammarion. Je donne tout de suite la parole au président de la Société astronomique de France, M. Patrick Baradeau, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Oui, bonsoir à tous et à toutes, chers collègues, chers amis, chers Hubert Reeves. Donc merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour la remise du prix Jules Janssen qui va vous être présenté juste après mon intervention par Roger Ferlet, qui est lui-même astrophysicien, membre de la SAF, ancien président de la Société astronomique de France et actuellement son vice-président. Puis je m'arrête là. Voilà. Ce soir, c'est plus qu'une conférence que vous allez entendre, effectivement. C'est en même temps un hommage que nous allons rendre ensemble à Hubert Reeves pour l'ensemble, non seulement de ses travaux scientifiques et de son œuvre, mais également par son talent de vulgarisateur, qui n'est plus à démontrer, et aussi son engagement pour une planète plus saine et une défense de la biodiversité. Alors, je résiste pas, pour introduire, citer Hubert, qui nous dit que sans les étoiles, nous ne serions pas là. En mourant, elles libèrent les atomes qui sont nécessaires à la construction de tout être vivant. Et nous avons tous besoin les uns des autres pour vivre dans un milieu naturel commun. Ce prix donc prestigieux que la Société astronomique de France va avoir l'honneur de remettre à Hubert Reeves, c'est aussi donc pour son engagement pour la préservation de la biodiversité sur notre planète. Et votre vie, Hubert, au service de la science, de la nature et de l'homme, résonne tout particulièrement dans les murs du CNAM et aussi de la Société astronomique de France, puisque notre association, fondée par Camille Flammarion, a toujours été guidée justement par la pensée et par l'action pour les mêmes valeurs et préoccupations que vous. Nous sommes, nous pas citoyens du ciel, comme Flammarion aimait à le répéter tout au long de sa vie. Nous savons aujourd'hui que l'humanité s'inscrit dans une histoire vieille d'environ 15 milliards d'années et que l'enjeu du XXIe siècle est de trouver, par la connaissance et la raison, les moyens d'assurer la survie de la conscience et de l'intelligence sur la Terre, ce qui n'est quand même pas rien. Notre préoccupation actuelle pour la santé de notre patrie, la Terre, est partagée par la grande majorité de la communauté scientifique. Et je voulais assurer l'assistance ce soir que c'est le combat permanent de la Société astronomique de France et nous espérons d'ailleurs que vous pourrez suivre notre combat et à travers notre magazine, l'Astronomie aussi, qui est un magazine mensuel. Voilà, merci de votre attention et très bonne soirée. Oui, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter très rapidement le prix Janssen de la Société astronomique de France. Donc, c'est un prix qui a été créé en 1897 par Jules Janssen, un astrophysicien de l'Observatoire de Paris-Meudon, qui était aussi académicien. Et quand il était président de la SAF, il a créé ce prix. Ce prix est décerné tous les ans depuis 1897.
sauf pendant les 2 guerres mondiales. Et c'est un prix qui est tous les ans, mais alternativement à un astronome français et un astronome étranger. C'est le prix le plus prestigieux de la Société astronomique de France, c'est un prix international donc. Et par exemple, je peux vous citer quelques récipiendaires de ce prix. Il y a eu 3 prix Nobel, Michelson, Einstein en 1931, et le prix Nobel de cette année, Michel Mayor, qui a reçu la médaille Janssen en 1998. Comme quoi la SAF peut précéder le prix Nobel parfois. Donc, je vais m'arrêter là, mais je vais laisser la parole à Pierre Léna, donc, qui va vous présenter Hubert Reeves. Pierre Léna, qui est professeur émérite à l'université Diderot, qui est cofondateur de l'opération La main à la pâte et qui est aussi membre de l'Académie des sciences. Et la tradition voulant que le prix Janssen soit remis par un récipiendaire de ce prix, Pierre Léna a reçu la médaille Janssen en 1999. Donc je te laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Hubert. Cher Hubert, nul à cette époque ne connaissait, ou presque, le son chantant de ta voix, la musique de ta langue et l'ample déroulé de tes évocations cosmiques, celui que nous allons entendre tout à l'heure. C'était dans les années 1970. Tu avais quitté ton Canada natal 10 ans plus tôt. Tu étais directeur de recherche du CNRS. Tu étais conseiller scientifique du commissariat à l'énergie atomique. Tes travaux d'alors portaient sur les éléments légers, en particulier le lithium, qu'on pourrait bien appeler non pas poussière d'étoile, mais poussière de Big Bang. Et tu donnais un séminaire non pas sur le lithium, mais sur la nébuleuse d'Orion dans le tout nouvel amphithéâtre Évry-Schatzmann à Meudon. Je ne sais pas si tu te souviens de ce séminaire, tu en as donné des milliers, mais ce séminaire portait non pas sur le lithium, mais sur la nébuleuse d'Orion, Messier 42, pépinière d'étoiles et de poussière, dont nos mesures infrarouges, c'était mon travail à l'époque, toute maladroite, bien peu sensible encore, explorait les poussières. Et les transparents, en noir et blanc, toujours à l'époque que tu projetais, nous faisaient rêver de découvertes à venir, comme cette exploration dans cette nébuleuse d'Orion de l'objet de Böcklin-Neugebauer, proto-étoile, une des premières que j'entrepris quelques années plus tard. Je ne sais pas si ce jour-là, certains de tes auditeurs imaginèrent le destin qui t'attendait. Ce destin qui nous rassemble aujourd'hui devant toi, ou plutôt ses résultats, devant toi presque nonagénaire, et pourtant symbole pour toute une jeunesse, pour celle qui est présente dans cet amphithéâtre, d'un immense espoir dans la vie et dans l'avenir. Sans doute lisais-tu alors Paul Valéry, certainement même. Son message poétique dans Charme t'interpellait-il? Ces jours qui te semblent vides et perdus pour l'univers ont des racines avides qui travaillent les déserts. Oui, une racine travaillait en toi. Une graine dormait là, dans cet amphi, dont le fruit finit par éclore en 1981, quelques années plus tard donc. Ce fruit tient naturellement de Paul Valéry et s'appelle Patience dans l'azur. Il révèle l'astrophysique moderne à un immense public francophone. En une langue limpide, qui s'impose, comme tu le dis toi-même en conclusion de cet ouvrage, de ne pas faire littéraire, mais qui est de la vraie littérature. En savant modeste, tu y dessines la fresque cosmique et anthropologique de notre temps.
Le succès est foudroyant, beaucoup ici s'en souviennent certainement, au moins les moins jeunes. Te voici révélé aux foules, elles te demeureront fidèles jusqu'aujourd'hui. Et certainement jusqu'à ton centenaire, que j'espère nous ne manquerons pas de célébrer dans une petite douzaine d'années. L'écrivain, ou Hubert Reeves devenu écrivain, récidivera avec poussière d'étoiles, au point que cette expression est passée dans la langue française. Dans les conversations, nous disons souvent, et oui, nous sommes tous poussière d'étoiles, ça a été rappelé par Patrick Baradeau tout à l'heure. Et puis tu égraineras, au fil de tes livres, les éléments de ce grand récit qui inspirera si fortement mon ami Michel Serres. L'heure de s'enivrer paraît en 1986, Dernière nouvelle du cosmos en 1994, et Sommes-nous seuls dans l'univers en 2000, peu après la découverte de la première exoplanète par Michel Mayor, qui vient d'avoir, pour ses travaux, avec Didier Queloz, le prix Nobel de physique. 29 titres dans ta bibliographie, Hubert. L'écrivain prolixe que tu es devenu se dépense aussi dans des spectacles, des émissions de radio, d'innombrables interventions qui font de toi une vedette incontournable et aimée. Tu aurais pu en rester là, mais non. Peut-être ces mots de Saint John Perse dans son poème Vent résonnèrent-ils alors pour toi, ou avaient-ils déjà résonné? Je cite, « Mais c'est de l'homme qu'il s'agit, et de l'homme lui-même. Quand donc sera-t-il question? Quelqu'un au monde élèvera-t-il la voix? Car c'est de l'homme qu'il s'agit, dans sa présence humaine, et d'un agrandissement de l'œil aux plus hautes mers intérieures, se hâter, témoignage pour l'homme. » Désormais, tes intimes convictions que tu publies en 2000, à l'aube de ce nouveau siècle, te transforment peu à peu en prophète engagé. Peut-être ta ressemblance avec Victor Hugo y contribue aussi. Discrètement, loin des partis politiques qui commencent à te solliciter, ils aimeraient tant faire de ton visage une tête d'affiche, mais tu refuses et tu t'en expliques de ce refus, tu te hâtes pour préparer un avenir auquel tu crois. En 2001, tu deviens président de la Ligue qui rassemble ceux qui s'opposent à la chasse. Ligue, devenue Humanité et Biodiversité. En 2004, une lettre aux maires de France les incite à ne pas diaboliser les éoliennes. La même année, tu signes un message aux parlementaires à propos de la charte de l'environnement, en discussion et bientôt reliée à la Constitution. Et une autre sur l'inscription du principe de précaution, cette fois-ci dans notre Constitution. Tu adoptes le message du philosophe allemand Friedrich Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Message d'espérance s'il en fut. La crise planétaire que nous vivons, et surtout que nos enfants et petits-enfants vivront, inspire en 2017 ton ouvrage « La Terre et les hommes ». Et d'autres astrophysiciens, redescendant du ciel, si j'ose dire, vers les hommes, rejoignent cet urgent combat. Aurélien Barraud, depuis Grenoble par exemple, et moi-même autour de l'éducation au changement climatique, dans le sillage de cette main à la pâte que vous aviez évoqué à l'instant. Pour célébrer ce magnifique parcours, cher Hubert, je vais te remettre, au nom de la Société astronomique de France, la médaille du prix Janssen. Janssen, 1824-1907. Nous rappelons que Jules Janssen observa l'éclipse solaire du 18 août 1898 et nota dans le spectre chromosphérique la raie spectrale d'un élément inconnu. Celui-ci fut observé peu après par Naumann Lockyer, peu après, c'est-à-dire un mois et demi, qui le nomma hélium. Hélium, c'est justement
aussi une poussière du Big Bang, ton sujet de travail. Les deux astronomes firent part de leur découverte à l'Académie des sciences, qui reçut leurs deux courriers le même jour. Ils sont donc crédités ensemble de la découverte de cet élément. Je n'ai pas eu le temps de faire la recherche dans les archives de l'Académie pour trouver vraiment ces deux lettres, mais je me propose de le faire et peut-être vous aurez envie de les publier dans un des numéros de la revue. Alors Wikipédia prétend à tort que Lockyer reçut ce même prix Janssen en 1875. C'est évidemment faux, puisqu'il a été créé plus de 10 ans plus tard. Je ne vais pas t'énumérer, cher Hubert, la longue liste des lauréats. Elle a déjà été mentionnée, mais je vais faire une liste un peu plus longue. Tu t'y trouveras vraiment en très bonne compagnie. Celle de Camille Flammarion, évidemment, que tu surpasses désormais en réputation comme en âge, mais également parmi les étrangers, celle de George Halle, Albert Michelson, Albert Einstein, Georges Lemaître, Jan Hort et Michel Mayor, étrangers distingués traditionnellement les années paires, mais aussi les Français Charles Favry, Bernard Liot, André Lallemand, Jean-Claude Pecker, Jean-Paul Zanne, Jean Kowalewski et Georges Courtès, ces trois derniers nous ayant quittés il y a peu de temps. Cette liste est très impressionnante. Il lui manque tout de même quelque chose. Il y a bien peu de femmes dans cette liste. Il faudra y songer, mesdames et messieurs les membres du jury, pour l'avenir. Mais cela n'enlève rien à notre plaisir, Hubert, de te remettre la médaille du prix Jules Janssen 2019. Elle est magnifique. Tu as beaucoup de médailles déjà, mais peut-être seras-tu particulièrement heureux d'avoir reçu celle-ci devant cette audience nombreuse et de la part de cette très ancienne société que je vais découvrir, comme elle l'a fait pour moi d'ailleurs, quand j'étais lycéen, le bonheur de l'astronomie. Oui, on y parle après. Je veux juste vous dire deux mots sur les conférences mensuelles de la SAF. Je suppose que vous avez eu là-haut, lorsque vous êtes enregistré, la feuille des prochaines conférences. La prochaine conférence, c'est le 11 décembre. Si Saint-Martinez nous prête vie, hein, si vraiment il y a pas de grève jusqu'au 11 décembre, je pense pas, ça devrait s'arrêter le lundi. Hein. Et c'est Philippe Coué qui nous parlera d'un sujet particulièrement intéressant, la conquête de la Lune avec les Chinois. Vous savez que les Chinois ont un vrai programme spatial et moi je pense que les Chinois seront de retour sur la Lune avant les Américains. Alors il va nous expliquer tout ça. Puis vous voyez le programme suivant en janvier, février, mars.
En fait, les conférences sont pleines au point de vue conférencier jusqu'au mois de juin. Hein. Donc, beau succès pour les conférences mensuelles de la SAF. Hein. Plus aucun conférencier ne nous dit non. Hein. Voilà toutes les dates des prochaines conférences mensuelles de la SAF. Je vous montre à quoi ressemble notre amphi. Alors, c'est pas cet amphi-là, là, c'est un amphi exceptionnellement grand pour recevoir les personnes qui veulent écouter la divine parole de Monsieur Hubert Reeves. Donc, c'est un amphi de 460 places. Notre amphi normal, il fait 220 places. Par contre, il a des fauteuils rembourrés. Hein, c'est un peu mieux que les fauteuils que vous avez. Voilà. Voilà la dernière conférence avec Jean-Pierre Luminet. Il y avait quelques personnes assises sur les marches. C'est interdit, hein, mais bon, la photo n'est pas publiée, alors ça va. La SAF donne aussi des cours d'astronomie par Daniel Brio. Donc, vous voyez ici les prochains cours d'astronomie, donc pour les membres de la SAF. Il y a aussi des cours de cosmologie par Jacques Frick qui vont démarrer en janvier, aussi pour les membres de la SAF. Il faut bien qu'il y ait quelques avantages aux membres de la SAF. Hein. Et il y a même des cours de maths si vous ne comprenez pas la cosmologie. Alors, vous voyez la belle formule qu'il y a en bas, en fait, c'est l'équation d'Einstein. On dit que Einstein a réussi à mettre l'univers en équation. Vous voyez, je vous interroge à la sortie sur cette équation. Donc, la prochaine fois, on reçoit Philippe Coué. Donc, j'espère qu'on vous comptera nombreux. La réservation, je crois, elle est complète. Voilà. Et voilà le programme pour ce soir. Donc, dans quelques instants, on vous en parlera. Voilà. Merci de votre attention. Est-ce qu'on commence la séance? Est-ce qu'on commence la séance maintenant? D'accord. Alors, première chose, est-ce que vous entendez bien? S'il y a le moindre problème, vous m'avertissez. Un jour, comme ça, j'ai fait une conférence et à la fin, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des questions? Et les gens m'ont dit, on n'entendait rien. Alors, c'est pour éviter ce genre de situation stupide que je vous demande, s'il y a le moindre problème, vous m'avertissez. On va parler aujourd'hui de l'univers, mais aussi de nous. Et en particulier, on va essayer de réfléchir sur une certaine situation. Pourquoi ça va si mal? C'est-à-dire, vous le savez, nous sommes dans une période où écologiquement, nous sommes sérieusement menacés. C'est même au point qu'aujourd'hui, on est obligé de se donner un motto, un slogan. Premier problème à rencontrer, c'est de garder cette planète habitable. C'est à ce point que notre planète est menacée de devenir inhabitable. Ça n'est pas une certitude. Je m'oppose toujours quand on dit dans 20 ans, ce sera ci, ce sera ça. Les êtres humains sont particulièrement maladroits à faire des prédictions. Il faut connaître les dangers, il faut dire l'avenir est inconnu. Cet avenir, c'est précisément cela, garder la planète habitable et agréable. Et on va un peu réfléchir pour savoir comment il se fait que nous sommes tombés dans ce pétrin qui est, non pas que cela est une certitude, mais que cela est une possibilité. Comment les êtres humains ont-ils fait, comment se sont-ils arrangés pour qu'aujourd'hui, on est obligé de dire il est important, il est capital de garder la planète habitable. Eh bien, c'est cela que je vais essayer de réfléchir avec vous en vous présentant non pas une histoire de l'univers, mais deux histoires de l'univers. Parce que pour mettre tout ça ensemble, pour essayer d'avoir un minimum de compréhension de comment on est arrivé là, j'ai été obligé, enfin c'était ma façon de voir,
de vous raconter deux histoires. Alors, on va commencer. Je vais vous raconter une belle histoire et une moins belle histoire. Il faut reconnaître les choses. Il y a des choses qui vont bien, il y a des choses magnifiques, il y a des choses merveilleuses, mais il y a des choses qui sont beaucoup moins belles et il faut en parler. Il faut réconcilier ces éléments qui sont celles qui est racontée dans la belle histoire. Alors, la belle histoire, je commence, c'est toujours plus agréable de parler de belles histoires. La belle histoire. Ah, attendez. La belle histoire, c'est la plus longue. Elle commence il y a 14 milliards d'années. Cette histoire, on la connaît maintenant depuis pas tellement longtemps. Ça fait un peu plus d'un siècle que nous connaissons cette histoire, qui nous replace, nous, dans le cosmos, qui nous implante quelque part dans le cosmos. Cette belle histoire, elle commence quand M. Hubble, en 1925, observe les galaxies. Il a un gros télescope, il peut voir beaucoup plus de choses que ses prédécesseurs, et il va faire deux très grandes découvertes qui vont bouleverser toute la pensée humaine. La première découverte, bon, il va d'abord regarder les galaxies. Je présente ça justement, généralement dans mes conférences, mais je pense qu'ici, je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est qu'une galaxie. Vous en avez une très belle ici, c'est notre voisine Andromède, 2,5 millions d'années-lumière. Ce que Hubble a découvert pour commencer, c'est que notre univers a comme brique des galaxies. C'est-à-dire, il y a beaucoup de galaxies. Aujourd'hui, on évalue le nombre de galaxies à plusieurs centaines de milliards de galaxies. Et vous allez voir une photo à très grande échelle de l'univers. Cette photo, tous les points que vous voyez là sont des galaxies. C'est pas les étoiles, là, c'est des galaxies. Ces galaxies, on a cette image de ce qu'est l'univers. On apprend grâce à Hubble que l'univers est composé d'un nombre très grand de galaxies. C'est un peu le paysage moyen que n'importe quel voyageur qui se baladerait dans l'univers verrait des galaxies un peu partout. Ça, c'est la première chose que Hubble nous apprend. L'univers est gigantesque. Il est peut-être infini. Il y a des indications qui suggéreraient qu'il est infini, mais ce n'est pas encore vraiment admis. Il y a quelques problèmes avec cette affirmation. Mais en tout cas, c'est très grand. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est Hubble, qu'est-ce qu'il fait avec son télescope? Il a un télescope et il fait ce qu'il peut. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va mesurer les distances des galaxies et il va aussi mesurer leur vitesse par une méthode qui est la méthode des flics sur l'autoroute, nommément des ondes qui rebondissent. Et là, il va trouver une réponse stupéfiante. Tellement stupéfiante qu'il n'y croira pas lui-même. Ce sont ses étudiants qui l'ont rassuré en lui disant « Vous avez raison, votre déduction est bonne. » Il mesure à la fois, il fait pour beaucoup de galaxies, il mesure leur vitesse et leur distance. Et il s'aperçoit que les vitesses dans l'univers ne sont pas du tout ce qu'on aurait pu penser. On aurait pu penser qu'ils s'étaient répartis au hasard avec des galaxies qui s'approchent, des galaxies qui s'éloignent. Pas du tout. Ce qu'il va découvrir, c'est que toutes ou presque toutes les galaxies s'éloignent de nous. Et s'éloignent d'une façon très particulière. Celles qui sont proches de nous s'éloignent lentement, celles qui sont loin s'éloignent rapidement. C'est-à-dire que l'univers a un comportement global. Il y a quelque chose d'un comportement global qu'on va appeler l'univers est en expansion. Et j'ai représenté ça. J'ai représenté par ce petit diagramme.
Ici, j'ai mis l'œil de Hubble. Là, j'ai mis les galaxies. Petite flèche, petite vitesse. Vous voyez comme c'est loin de tout. Grande flèche, grande vitesse. L'univers est en expansion. Entre parenthèses, n'en concluez pas que nous sommes le centre de l'univers. N'importe quelle galaxie, n'importe qui sur n'importe quelle galaxie verrait la même chose. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans le passé, elles étaient plus proches. Et dans l'avenir, elles seront plus loin. Donc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de global dans l'univers, que l'univers a un passé et un avenir, c'est-à-dire, dit plus précisément, l'univers a une histoire. Et ça, c'est peut-être la plus grande découverte du XXe siècle. Nous ne vivons pas comme on le pensait depuis Aristote, c'est-à-dire 2000 ans. Pour Aristote, l'univers, c'était quelque chose de fixe, définitif, ça bougeait pas, c'était éternel et inchangeant. Hubble, d'un coup de télescope, balaye cette affirmation et dire ça, c'est faux. L'univers a une histoire, c'est-à-dire qu'il a dire un début, peut-être, un avenir certainement, mais qu'il se passe des choses dans l'univers. Et à ce moment-là, les astrophysiciens et les physiciens se joignent pour dire notre devoir en tant que scientifique, c'est de reconstituer cette histoire. C'est d'arriver à dire qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, qu'est-ce que peut-être se passera dans l'avenir. Les astrophysiciens deviennent des historiens. Ils prennent la méthode habituelle des historiens. Les historiens qui veulent savoir comment vivaient nos ancêtres il y a 15 000 ans, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont faire des fouilles. Ils vont chercher des fossiles qui peuvent leur dire, voilà, d'après ce fossile, je peux vous dire comment vivaient nos ancêtres. À ce moment-là, les astrophysiciens et les physiciens se réunissent pour trouver des fossiles d'histoire de l'univers. Il ne s'agit pas évidemment de flèches taillées ou de choses comme ça. Il s'agit de réalités dont on peut penser qu'elles existaient dans le lointain passé, qui nous arrivent inchangées et qui peuvent nous donner des moyens de reconstituer le passé. Et pour ça, les astrophysiciens et les physiciens ont deux domaines auxiliaires qui sont d'une grande utilité. D'abord, l'astronomie, c'est-à-dire faire des télescopes de plus en plus importants pour pouvoir voir de plus en plus loin, de plus en plus précisément, mais aussi par la physique. Pourquoi? Parce que si vous voulez reconstituer l'histoire de l'univers, il faut savoir quelles sont les lois qui gouvernent le comportement de la matière. Et ces lois qui gouvernent le comportement de la physique, c'est de la physique, c'est en particulier des laboratoires. Voilà le laboratoire du CERN à Genève. Voilà, si vous regardez bien, vous allez voir ici un homme. Ça vous donne un peu la dimension de ce laboratoire. C'est combinant les avancées, les connaissances nouvelles apportées par les physiciens sur les lois qui contrôlent la matière avec les images que l'on peut voir avec des télescopes que les astrophysiciens vont être en mesure d'essayer de raconter cette histoire. Et là, il se passe un événement absolument extraordinaire. Des fois, on a l'impression que la nature est bienveillante pour les astrophysiciens. Elle va leur donner, en 1965, vous voyez, on dirait vraiment au Québec, on dit que c'est arrangé avec le gars des vues. Ça veut dire qu'il va arriver ceci. En 1925, on découvre l'expansion de l'univers. En 1965, on découvre quelque chose qui est d'une utilité absolument fantastique. Ça s'appelle le rayonnement fossile. Le rayonnement fossile, c'est ceci. Ça se passe vers 1960-65. J'ai travaillé aux États-Unis à cette période, à la NASA, et c'est la période où on lançait des Sputnik et que les Américains étaient bien inquiets parce qu'ils disaient les communistes sont au-dessus de nos têtes parce qu'on entendait le bip-bip des satellites qui passaient au-dessus de nos têtes. Eh bien, à cette période-là, la NASA, donc, qui veut installer ces satellites,
Le problème, c'est qu'ils les lancent, mais ils les perdent. Ils perdent le contact avec eux. Alors, la Bell Téléphone a comme mission de trouver une longueur d'onde avec des radioastronomies, les radiotélescopes, pour pouvoir suivre les satellites. Et ils trouvent effectivement ce qu'il faut. On met en marche les satellites et on peut les guider. Mais le problème, c'est que le rayonnement qu'ils ont détecté, c'est un rayonnement qui marche même quand il n'y a pas de satellite dans le ciel. Ils entendent continuellement une petite friture. Ils se demandent ce que c'est. Est-ce que c'est quelqu'un qui a son rasoir électrique dans le laboratoire en dessous? Ou bien est-ce que c'est des Américains qui ont des armes secrètes? Personne ne le sait. Mais après 1 an, on remarque que le bruit est le même toute l'année, jour et nuit. C'est une friture comme ce que vous avez quand vous êtes à côté du poste sur votre radio. Et on s'aperçoit que ce rayonnement vient du ciel entier. Ce rayonnement est présent partout dans l'univers et que, pour des raisons que je ne pourrais pas vous donner, ça nous amènerait un peu loin, ce rayonnement a été émis au tout premier temps du cosmos. Vous voyez quel cadeau. D'une part, on sait que l'univers a une histoire. On a maintenant 2 images. L'image que je vais vous montrer, qui est ici, je vous le dis tout de suite, c'est des fausses couleurs, mais les dégradés sont valables. Voilà l'état du ciel au tout début de l'univers. Et puis, comme vous avez vu tout à l'heure, voilà l'état du ciel aujourd'hui, qui était celui-ci. Voilà. Donc, les physiciens ont comme tâche de reconstituer une histoire dont ils ont une image primitive et une image présente. C'est là que commencent ces grandes investigations qui vont nous apprendre des choses absolument extraordinaires sur l'histoire de l'univers. Le rayonnement fossile, donc, c'est une image. Quand l'univers, aujourd'hui, on évalue son âge à 14 milliards d'années, 13,8 plus exactement, et on a maintenant les 2 éléments, le passé et le présent, et à partir de là, on va se mettre au travail. Et on découvre quelque chose d'absolument étonnant. Cet univers des premiers temps est complètement différent du nôtre. Il est différent parce que notre univers est très richement structuré. Il y a des structures, des organismes pratiquement à toutes les dimensions. À partir des galaxies que la lumière met 100 000 ans à traverser, et par ordre de dimension descendante, on a des étoiles, des rouges, des bleus, des jaunes, on a des planètes, on a des comètes, on a des satellites, et puis sur la Terre, on a la formidable variété des plantes et des animaux, plus de 2 ou 3 millions, on ne sait pas, mais c'est autour de ça. Si on continue à descendre dans les dimensions, on arrive au niveau des molécules géantes, les molécules de l'ADN, par exemple, et puis ensuite les molécules simples, l'eau, le gaz carbonique, le méthane. Ensuite, on arrive au niveau des molécules simples, oui, celles que je vous ai nommées. Ensuite, les atomes, carbone, l'azote, l'oxygène, et une centaine d'atomes qui forment le tableau de Mendeleïev. À l'arrière de ces atomes, les nucléons, qui sont les protons, les neutrons, les particules élémentaires. On vit dans un univers qui est formidablement organisé à toutes les échelles de dimension. On découvre par cette image, là je ne vous dirai pas comment on y arrive parce que ce serait un peu difficile, on arrive à la conclusion que l'univers des premiers temps, au contraire, n'a ni galaxie, ni étoiles, ni planètes, ni molécules géantes, ni molécules simples, pas même d'atomes, pas même de protons et de neutrons. C'est un magma incandescent qui contient des particules élémentaires, les électrons, les quarks, et qui est porté à des températures de milliards de degrés. Et ça, c'est la différence importante entre l'univers des premiers temps et l'univers d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que maintenant, on peut dire qu'est-ce qui se passe dans l'univers. L'univers des plus anciens est sans structure.
l'univers contemporain est richement organisé. C'est-à-dire que l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. Tout au long de l'univers, la matière va s'organiser, va développer d'abord, faire apparaître les premières particules élémentaires qu'on va associer pour faire des nucléons et des protons, qu'on va associer pour faire des noyaux et des atomes, qu'on va associer pour faire des molécules, qu'on va associer pour faire des molécules géantes, et en parallèle, et plus tard, les premières cellules, les cellules vivantes, et toute la gamme des animaux, et nous sommes quelque part à cet étage, et ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle la pyramide de la complexité. La pyramide de la complexité, c'est justement ces échelons progressifs dans lesquels la matière est passée pour son ascension de la structuration. Alors en bas, j'ai mis des points d'interrogation parce que là, il nous manque des chapitres, comme il nous en manquera en haut aussi. Mais on a d'abord le niveau des quarks et des électrons qui s'associent pour faire des neutrons et des protons, qui s'associent pour faire des atomes, des molécules, des macromolécules, les molécules de l'ADN par exemple, des cellules vivantes et puis des organismes comme nous. C'est là que nous habitons, nous sommes là. Alors j'ai mis à côté où ça se passe, ceci dans les étoiles, ceci dans les planètes, ceci dans le Big Bang, ceci dans l'espace interstellaire. Voilà en peu de mots l'histoire de l'univers. L'histoire de l'univers, je vais vous présenter quelques-uns des lieux où cette complexité s'est formée. Les hauts lieux de la complexité cosmique, les endroits où s'est grimpé progressivement cette échelle de la complexité. Ah, excusez-moi, j'ai toujours des problèmes. La Voie lactée, c'est le lieu où se forment les étoiles. Les lieux de naissance des étoiles. Les étoiles. Et maintenant, les explosions d'étoiles. Et je vous présente ici peut-être la structure la plus complexe qui existe dans l'univers, c'est le cerveau humain. Le cerveau humain est une structure d'une complexité absolument fantastique. À notre connaissance, dans ce que nous connaissons de l'univers, les neurones et la cervelle humaine sont le grand chef-d'œuvre de la nature sur le plan de la structure et de la complexité. Plusieurs centaines de milliards de neurones qui échangent continuellement des choses variées. Et maintenant, je vais vous proposer un petit examen, un petit exercice. Je vais vous proposer de fermer les yeux et de dire « j'existe ». Simplement, de prendre conscience de votre existence. Vous venez de faire une des plus grandes et des plus hautes prouesses qui a jamais été faite dans l'univers. Pour arriver à cela, le corps humain est composé de beaucoup de particules élémentaires. Si vous voulez avoir une idée du nombre de particules élémentaires, le nombre de particules élémentaires qu'il y a dans votre corps humain, voici le chiffre. 1 avec 27 zéros. Un corps humain, ça incorpore 1 avec 29 zéros. Ces particules qui sont vous, que vous douchez le matin quand vous allez dans votre baignoire, ces particules existaient déjà dans le Big Bang, mais dans un état complètement différent, complètement dissocié. Toutes ces particules étaient présentes dans ce magma incandescent dans lequel les particules allaient de gauche à droite, à peu près des mouvements à peu près aussi compliqués que ceux d'une boule sur une table de billard. Ces particules
qui étaient donc dissociées. L'histoire de l'univers, c'est l'histoire de comment elles se sont transformées de ces 10 puissance 29 particules dans ce corps humain. Et quand vous avez dit « pensez, j'existe », vous avez utilisé un assemblage de 10 puissance 29 particules qui se sont formées, élaborées tout au long de l'histoire du cosmos pour faire l'ascension de la pyramide de la complexité. Ça, c'est ce que j'appelle la belle histoire. La belle histoire, c'est la nôtre. C'est l'histoire de l'univers tel que nous connaissons aujourd'hui, avec toutes les merveilles, les oiseaux, les poissons, tout ce que vous aimez voir dans l'univers. C'est une histoire fantastique. On a tendance à sous-évaluer ce qu'est un corps humain. Ce que nous recevons en héritage quand nos parents nous mettent au monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est important de le dire. Parce qu'après, il va falloir passer à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est la moins belle histoire, mais il faut quand même être réaliste et pas s'en tenir simplement à rêver sur la merveille que nous sommes. Alors, maintenant, on va commencer à parler de la nouvelle histoire. Je vais sauter quelques étapes. Ah, c'est moi qui me... Voilà. La moins belle histoire. Elle est beaucoup plus récente. Elle a à peu près 3 millions d'années. J'ai entendu dire plutôt 2 millions d'années. Il se passe un événement extraordinaire que personne ne comprend très bien. C'est qu'un animal va acquérir une forme d'intelligence absolument fantastique, bien supérieure à celle de tous les animaux qu'il connaît. Nouvelle 3 millions d'années. Et quel est cet animal? Le voici. Pourquoi lui? Pourquoi un chimpanzé? Pourquoi c'est le chimpanzé qui va être à l'origine de notre poussée vers l'intelligence et la puissance? Personne ne le sait, mais c'est comme ça. Ça aurait pu être un dauphin peut-être ou une baleine, on ne sait pas, mais c'est les chimpanzés qui vont acquérir cette capacité d'écrire la relativité d'Einstein. Vous voyez? Quel cadeau la nature, des guillemets, quel cadeau la nature va donner à notre espèce. Notre espèce va acquérir cette intelligence fantastique. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il en avait bien besoin. Parce que notre ancêtre, il est particulièrement mal nanti pour se défendre dans un monde difficile. Il naît dans la préhistoire, il y a 2 ou 3 millions d'années. Il n'a pas de grandes griffes comme les tigres. Il ne court pas vite, il ne vole pas, il n'a pas de serpent, de venin comme les serpents. Il est vraiment laissé à lui-même, avec très peu d'armes pour se défendre. La difficulté étant qu'à cette période, il faut manger et ne pas être mangé. Sinon, vous disparaissez. Eh bien, comment il va s'en tirer? Justement parce que la nature va lui donner l'intelligence. C'est grâce à cette intelligence qu'il va pouvoir coexister. Et on va parler du rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. D'abord, des choses que nous enseignent les biologistes. Les humains apparaissent en Afrique. Ils sont faibles et mal nantis pour se défendre et ils sont sauvés par leur intelligence. Ça, c'est des phénomènes que nous racontent. Est-ce que je parle assez fort? Oui, ça va. Que nous racontent tous les biologistes. C'est notre histoire. Il y a 2 millions d'années, nous apparaissons dans la foulée du développement des chimpanzés et heureusement pour nous, parce qu'autrement, nous n'aurions pas survécu. Et on va maintenant se concentrer sur cette fameuse séquence des armes. La séquence des armes, c'est comme les êtres sont très intelligents, ils vont commencer par faire des armes assez primitives. Par exemple, des dards qui leur permettent d'attraper des poissons. Et puis ensuite, ils vont inventer la fronde. Ça leur permet d'attraper des oiseaux, c'est plus facile. Et puis, ils vont faire des arbalètes. Et puis, ils vont découvrir la poudre à canon. Et puis, ils vont faire la bombe atomique. Et puis, ils vont faire sauter la bombe atomique. Et puis, il y aura Hiroshima.
je vais vous demander une question, faire appel à votre mémoire. Où étiez-vous le 26 septembre 1983? Ceux qui ont l'âge pour ça. Évidemment, personne ne se souvient de ce qu'il faisait le 26 septembre 83. Eh bien, il aurait intérêt à s'en souvenir parce qu'il s'est passé un événement où il est venu à deux doigts d'être volatilisé. Volatilisé, et c'est grâce à ce monsieur que nous sommes sauvés. Voilà l'événement. Ça se passe à Moscou, à la centrale de l'Union soviétique, la centrale nucléaire, et ce monsieur est aux commandes de cette centrale. Il reçoit une instruction de son quartier général à Moscou disant « Les Américains viennent de lancer 5 salves nucléaires. Elles seront ici dans un quart d'heure, le temps que ça prend pour passer des États-Unis à la Russie. C'est à vous de réagir. » Monsieur Petrov ne réagit pas. Heureusement, parce que c'était une fausse alerte. Mais s'il n'avait pas désobéi, il a désobéi en ne réagissant pas, nous serions tous disparus. Rappelez-vous, c'est la période de la guerre froide, 1950 à 1980. À cette période, on avait bâti un arsenal de bombes atomiques dont la puissance était caractérisée par les mots overkill power, c'est-à-dire combien de fois on peut tuer tout le monde avec nos armes. Évidemment, ça ne veut rien dire, mais en même temps, ça veut dire quelque chose. Eh bien, dans les années 1978 à 80, ce nombre atteignait 17 000. Les arsenaux américains, français, russes, anglais avaient la puissance d'éliminer tout le monde 17 000 fois. Vous voyez comment on est passé très près d'une hécatombe, d'une destruction. Et c'est intéressant, c'est important de se dire, bon, on peut s'en réjouir évidemment, mais aussi d'en tirer des leçons. D'en tirer des leçons, qu'est-ce qu'on peut faire apprenant que nous sommes capables de bâtir les armes qui pourraient nous éliminer et que jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas évident que nous en sommes sortis. Ce dont on parle aujourd'hui pour la Corée, pour tout ça, nous montre que nous sommes encore sous cette menace. C'est la première menace. Il y a une seconde menace qui est aussi grave, mais qui est moins spectaculaire, c'est la crise écologique contemporaine. C'est le fait qu'aujourd'hui, nous savons qu'avec le comportement, si nous continuons, nous pourrons aussi disparaître. Ça nous apprend que nous sommes, notre rapport à notre extrême puissance, première chose, nous sommes très intelligents et nous avons développé une extrême puissance qui peut nous faire disparaître 100 fois. Eh bien, cette puissance qui nous a sauvés au début, aujourd'hui, nous menace. Notre principale difficulté, je dirais, nos principales difficultés, c'est d'éviter la guerre nucléaire et la destruction par la crise écologique. Pour la décrire un peu, notre influence est à l'échelle de la planète. Ça, c'est la chose. Et vous allez voir ici une image du ciel vue par des satellites. Vous avez reconnu, bien sûr, les États-Unis, la France et le Japon. Et regardez bien ici, vous voyez donc le Japon, et est-ce que vous voyez cette tache verte ici? Est-ce que vous la voyez? Qu'est-ce qui est, ça c'est un puzzle maintenant, qu'est-ce qui est vert et qui est visible? C'est vu d'un satellite à 400 km. C'est pas quelque chose de proche. Qu'est-ce qui peut être visible comme de cette façon à 400 km et qui brille en vert? Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, Hiroshima, ça fait pas de la lumière visible, d'une part. Et puis c'est encore dans le... Cette photo a été prise bien avant. Ça, c'est quelque chose qui est toujours là, encore maintenant là. Oui, c'est ça. C'est les pêches au lamparo. Les pêches au lamparo, vous les voyez ici.
C'est des pêches avec une lumière sur cette longueur d'onde particulière. Et il y a des milliers de bateaux dans la mer du Japon pour pêcher. C'est pour ajouter quelque chose, c'est de dire ceci. Aujourd'hui, nous pêchons 2 fois plus de poissons que nous s'en reproduit naturellement. Ça, c'est une menace. C'est-à-dire, on est en train de vider l'océan de ces poissons. C'est un des problèmes qui se pèsent. Qu'est-ce qu'on va manger après? Alors, voici d'autres images. La déforestation au Brésil. Voilà, tout ça, c'était comme ça. Maintenant, c'est comme ceci. En moins d'un siècle, les humains ont tué plus de la moitié des animaux. Nous menons une guerre contre la nature. Si nous gagnons, nous sommes perdus. Ça, c'est notre situation. Et là, on a identifié la cause de tous ces désordres que nous avons ici, aussi bien les menaces guerrières que les menaces écologiques. C'est notre puissance. C'est nous. C'est la difficulté que nous avons à éviter de se faire sauter. C'est aussi simple que ça. Tout ce qui tourne autour de la campagne d'écologie ou de la campagne contre le nucléaire, c'est... Il est 20 heures. C'est... Oui, 20 heures. C'est que nous sommes menacés par nos propres découvertes, dans notre propre intelligence. Ce n'est pas des phénomènes naturels qui nous menacent, c'est des phénomènes que nous avons créés nous-mêmes. Et là, on identifie maintenant ce qui nous pèse dessus. Alors, on va maintenant essayer de prendre conseil. Et on va prendre conseil du côté des animaux qui vivent depuis longtemps. Les tortues, par exemple. Les tortues existent depuis 200 millions d'années. Pardon, oui, 200 millions d'années. Et apparemment, elles ont réussi à survivre pendant tout ce temps. Nous, après seulement 2 millions d'années, on est déjà dans le collimateur. Donc, on se dit, peut-être on va demander à ces animaux comment ils ont fait, parce qu'ils ont vécu des difficultés pendant toute cette période. Il y a eu des phénomènes géologiques, minéralogiques, etc., qui font que ils ont quand même réussi à survivre. Et nous allons leur demander leurs conseils. Elles vont nous le dire, vous allez voir. Voilà ce que nous disent les tortues. Les espèces qui durent sont celles qui vivent, qui savent vivre en harmonie avec la nature. Ce qui n'est pas notre cas. Nous sommes particulièrement fautifs sur ce plan. Nous ravageons, nous détruisons. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les tortues peuvent nous dire, pour survivre, prenez notre exemple, il faut vivre en harmonie avec la nature, il faut s'intégrer dans un écosystème. Et c'est ça, en définitive, qui est le but de toutes les activités aujourd'hui pour survivre dans la nature. Alors, ce sont les espèces qui apprennent à s'intégrer à leur écosystème. Et ça va nous amener à nous poser une question. L'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Si nous devions nous faire exploser, on pourrait, après coup, ou bien des visiteurs extraterrestres qui arriveraient sur la Terre et qui verraient les débris radioactifs, concluraient certainement qu'il aurait mieux valu naître des tortues, que pour nous, l'intelligence est un cadeau empoisonné. Elle n'est pas un cadeau empoisonné d'une façon générale, elle est empoisonnée quand elle saccage son environnement. Il faut revoir le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. C'est-à-dire que tout au long de l'histoire des êtres humains se sont mis au sommet et ont considéré les animaux comme des êtres inférieurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nous sommes obligés de les intégrer dans notre humanisme. Mais je vais aborder un dernier point. Je vais dire, imaginons que cela arrive, que les hommes se détruisent. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est une simple anecdote? Ça n'est même pas visible de la Lune et certainement pas visible des étoiles.
Eh bien, je défendrai l'idée que ça n'est pas une simple anecdote. Pourquoi? Parce que les humains n'ont pas fait que des bêtises, ils en ont fait beaucoup. Ils n'ont pas fait que ça, ils ont fait des choses qui méritent d'être préservées, que nous seuls avons pu accomplir, que nous avons accompli, qui seraient menacés sur une disparition et qui méritent d'être préservés. Je vais en nommer 3. Peut-être plus, j'en nomme 3. Le premier, c'est, est-ce une simple anecdote? Le premier élément qui mérite d'être préservé, c'est l'art, c'est la culture. C'est la jeune fille à la perle, c'est Mozart, c'est Beethoven, c'est la culture. Vous pensez bien que si nous disparaissons, les termites n'épargneront pas les Stradivarius. Premier élément, l'art. Deuxième élément, la science. Nous sommes la seule espèce qui a pu déchiffrer les lois de la nature, qui a pu comprendre le déroulement de l'histoire, qui a pu bâtir des instruments qui permettent de voir ces merveilles du ciel. Aucun animal n'a fabriqué un télescope, non plus qu'un microscope. Aucun animal n'a jamais vu ces images que l'on voit maintenant. Donc, premier, la culture. Deuxième, la science. Pour le troisième, je vais vous raconter une petite histoire. Voilà un nid d'oiseaux. Dans ce nid d'oiseaux, il y a 4 oisillons. 2 sont malades, 2 sont en santé. Les parents oiseaux nourrissent les oisillons en santé, ne nourrissent pas les malades. Pourquoi? Les biologistes nous expliquent que les oisillons en santé ont plus de chances d'avoir des gènes qui sont sains. Les oisillons malades pourraient avoir des oisillons avariés. Donc, pour la poursuite de la lignée, c'est mieux de nourrir les oiseaux en santé et d'oublier les oiseaux malades. Ça se défend. C'est un peu cruel, ça fait un peu nazi, mais c'est comme ça dans la nature. Dans une famille humaine, 2 enfants. Un enfant est malade, l'autre est en santé. Les parents s'occupent d'un enfant malade, peut-être même plus que d'un enfant en santé. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? La différence entre les oiseaux et les humains, c'est que dans l'évolution humaine est apparu un phénomène qu'on appelle la compassion. C'est-à-dire le fait que nous souffrons de voir les autres souffrir. Ça, c'est un élément chez les humains qui est très fort. C'est à l'origine de la Croix-Rouge, à l'origine d'Amnesty International, à l'origine de la médecine et des hôpitaux. Eh bien, pour ces 3 éléments, je pense que ça vaut la peine de préserver l'humanité parce que, encore une fois, elle a apporté des choses qu'elle est seule à avoir apportées, la culture, la science et la compassion, et qui disparaîtraient si l'humanité disparaissait, parce que la vie continuerait sans doute, mais il manquerait ces éléments. Alors vous allez dire, et alors? Ben, je pense que, personnellement, je pense que ce serait dommage, disons. Mais bon, ça peut se discuter. C'est un beau sujet de discussion quand la télévision est en panne. Alors, je vais vous parler d'abord, maintenant je vais terminer avec ce qui s'appelle le réveil vert. Ça fait longtemps que des êtres humains savent se rendre compte que le comportement de leurs collègues humains est inacceptable. Pythagore lui-même détestait voir la façon dont on traitait les animaux à cette période, et ça continuait jusqu'à les premiers cas où on peut voir comment des humains ne se contentent pas de déplorer, mais agissent, font quelque chose. Ils font quoi? Ça se passe en Californie. Au moment où on vient de tuer 60 000 bisons, on les tue pour le plaisir de les tuer, et plusieurs personnes, je vais vous parler après coup, se décident à agir, c'est-à-dire à obtenir des législations.
Les premières législations pour protéger les animaux, ça se passe en Californie, là où on vient de couper des séquoias, de détruire. On tuait 50 000 baleines par année, par exemple. C'était vraiment l'hécatombe à cette période. Et là, se font les premières associations premières associations pour la préservation de la nature, les premières législations, les premiers parcs animaliers, Yellowstone. Si vous n'êtes jamais allez, ce sont des merveilles. S'il y a une chose à voir aux États-Unis, je pense que c'est Yellowstone. Et je vais vous montrer aussi un des héros, parce que ça mérite d'être mentionné. Monsieur John Muir est un héros des fondateurs de ce réveil vert qui se continue aujourd'hui, se continue avec ces éléments, les grandes conférences, Rio de Janeiro, Johannesburg. Et puis un autre élément important, un autre cas important, là ça se passe en 1960, c'est Madame Rachel Carson qui écrit un livre qui s'appelle Silent Spring. À cette époque, moi je m'en souviens, il y avait beaucoup de moustiques et on répandait du DDT. Raison, Madame Rachel Carson publie ce livre qui s'appelle Silent Spring, qui veut dire en tuant les moustiques, vous tuez les oiseaux. Et cette période est cruciale. Elle va à Washington, elle va voir John Kennedy, elle obtient des législations contre le DDT. Je crois que ce sont des héros de l'humanité, ces gens-là, qui, à mon avis, sont plus dignes de mention que les généraux des boulevards périphériques. Enfin, une question d'opinion. Un autre qui a joué un rôle important, bien qu'il n'a pas toujours eu un beau rôle, c'est le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau, à une période en 1958 où l'énergie atomique française jetait des eaux radioactives dans l'océan. C'est lui qui a réussi à faire stopper ces éléments. Donc voilà, je pense qu'on peut dire. Alors je vais vous annoncer quelques bonnes nouvelles en même temps. En 1850, il y avait 500 000 baleines à bosse. La baleine à bosse, c'est le plus gros animal qui vit sur la Terre. À cette période, arrivent sur le marché ces fameux canons pour tuer les baleines, qui sont d'une extrême efficacité. C'est typique du genre humain, qui fait des choses d'une extrême efficacité. Total, qu'en 1950, il ne reste plus que quelques milliers de baleines, 7 ou 8 000 baleines. On est convaincu que les baleines à bosse, les plus grosses baleines, vont disparaître. Se forme la commission baleinière. Aujourd'hui, le nombre de baleines est remonté et récemment, on vient de les retirer de la liste des animaux en danger d'extermination. Vous voyez, ça, c'est les bonnes nouvelles. C'est important de répandre les bonnes nouvelles parce qu'un élément important aujourd'hui, c'est que le moral des gens semble faiblir quant à l'avenir de la biodiversité. Et cette morale vient surtout du fait qu'on annonce les mauvaises nouvelles et qu'on n'annonce pas les bonnes nouvelles. Et il est important aujourd'hui, au contraire, dans le cadre du réveil vert, pour garder le moral des troupes, c'est de dire, il y a des choses qui marchent. Une des choses très importantes aussi, c'est les banques. Le désinvestissement. Le désinvestissement, c'est le fait que beaucoup d'institutions universitaires et autres retirent leur argent des banques quand ces argents sont déposés dans des compagnies pétrolières et charbonnières. Ça existe aux États-Unis, ça existe en Angleterre, en Norvège, un peu partout. Et ce sont des éléments cruciaux. Mais la situation aujourd'hui, je vais terminer là-dessus, la situation aujourd'hui, je pense que c'est à peu près comme ceci. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va plus mal? Les deux. Nous sommes en présence de deux forces qui sont très puissantes et qui prennent de la puissance. Ce sont des forces, une force de détérioration qui se poursuit. La quantité de gaz carbonique, le plastique, beaucoup d'éléments négatifs, l'érosion de la biodiversité se poursuivent.
Mais en même temps et en parallèle, se forme une autre puissance qui est une puissance de restauration dans laquelle on voit un peu partout des mouvements qui s'adressent, qui agissent et qui prennent de la force. Nous sommes dans un combat où il y a deux forces très puissantes qui gagnent en puissance et qui se font face. Total, personne ne sait comment sera cette planète dans 50 ans. L'important, c'est d'avoir un dynamisme pour continuer à développer cette force de restauration. Je pense que c'est la condition à laquelle nous pourrons réussir. Nous sommes dans une lutte, dans une guerre. Cette guerre se poursuit. Cette guerre prend de l'amplitude des deux côtés à la fois. Ce qui va se passer, personne ne le sait. C'est inquiétant, mais en même temps, il y a des forces qui se déplacent et je pense qu'on peut dire que le plus important aujourd'hui, c'est de faire connaître ce qui se passe de bien pour garder le moral des troupes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Première chose, maintenant, on peut identifier la cause de tous nos malheurs, de nos problèmes sociaux et écologiques. C'est précisément, ça remonte au début de notre existence, le fait qu'au début, nous étions faibles et menacés, nous avons bien failli disparaître, mais que l'intelligence qui nous a permis de nous en tirer est aujourd'hui pas la cause, mais notre difficulté à coexister avec notre intelligence, à nous empêcher de nous en servir pour nous faire sauter. Personne ne veut se faire sauter, mais les faits sont comme ça. Les faits sont, nous voyons que l'humanité a beaucoup de problèmes avec sa puissance, c'est identifié et il y a déjà des campagnes qui se produisent. C'est quelque chose qui est menaçant, mais quelque chose qui pourrait réussir. Eh bien, il faut vivre dans cet esprit, avec cette mentalité. Voilà, merci. Merci infiniment pour ce grand témoignage et ce message très positif au final. Nous avons le temps pour quelques questions. Qui souhaite commencer? Monsieur. Merci beaucoup, Monsieur Ribla, pour votre exposé. Il y a une question qui me trotte dans la tête. J'ai même fait un papier, le Collège de France l'a regardé. Il y a 2 milliards de pauvres sur Terre. Et ces pauvres, ils vont avoir besoin d'avoir de l'énergie. De l'énergie d'abord pour leurs besoins domestiques, mais aussi de l'énergie, dit la FAO, pour irriguer les terres autour des pauvres. Et malheureusement, il va falloir pousser cette eau dans des aqueducs. Donc, si jamais les calculs que j'ai faits et que j'ai présentés au Collège de France sont justes, on va passer d'une consommation de charbon de 9 milliards de tonnes par an à 30 milliards de tonnes par an. Donc, en 2050, on sera à plus 11 degrés. Maintenant, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on laisse ces pauvres mourir avec une espérance de vie qui va diminuer de plus en plus jusqu'à 2050, ou est-ce qu'on va les laisser consommer cette ressource très abondante qu'est le charbon, qu'il y en a partout sur Terre, très facile à exploiter par les pauvres, à transporter par les pauvres, à vendre par les pauvres. Et dans ces cas-là, on aura la catastrophe que vous aurez. Et là, malheureusement, l'intelligence ne peut pas choisir entre le massacre de 2 milliards de personnes ou un climat abominable en 2050 et a fortiori en 2100. Là, je dirais, vous prenez pour acquis des prophéties.
vous venez de nous citer une prophétie, là. Est-ce que les êtres humains vont continuer à utiliser le charbon? Dans beaucoup d'endroits, on diminue déjà et la COP 21 avait un programme qui consistait à laisser le pétrole sous terre et le charbon sous terre. On sait maintenant, et vous avez raison de le dire, que si on sort tout le pétrole et le charbon, c'est ingérable. Donc, nous survivrons si nous arrêtons rapidement de sortir du pétrole et du charbon et que nous utilisons seulement l'énergie renouvelable qui est l'énergie solaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Ni vous ni moi, nous sommes prophètes. Mais nous savons que si, on peut toujours mettre d'ici, si nous sortons tout le charbon et le pétrole, vous venez de dire quelle sera la fin. Mais ça, c'est une prophétie, c'est une extrapolation. On ne sait pas. L'avenir est inconnu. Ben, la même chose. La même chose. Alors, madame. Bon, écoutez. Merci. On m'entend là? Oui. Bonsoir, monsieur Rive. On m'entend pas? Bonsoir, monsieur Rive. J'ai une question sur les étoiles. Alors, vous dites les étoiles donc, ont des couleurs différentes. Et je voulais savoir si entre elles, elles émettent des sons ou si elles communiquent aussi quelque chose qu'on ne saurait pas parce qu'on n'a pas réponse à tout, mais ou les deux peut-être. Voilà, c'est les étoiles qui m'intriguent. Oui. Merci Alors, beaucoup. les étoiles font énormément de bruit. Si on entendait le soleil, on serait terrassé. Nous n'entendons pas le soleil pour la raison très simple qu'il n'y a pas d'air entre nous et le soleil. Le son ne peut se propager que dans l'air. Si vous étiez collé sur le soleil, d'abord, il ferait trop chaud. Mais deuxièmement, vous entendriez un bruit, mais absolument catastrophique. Les étoiles font beaucoup de bruit. Le bruit, c'est des mouvements de gaz. Mais ce bruit ne nous atteint pas parce qu'il n'y a pas d'air entre nous et le soleil. À 100 km au-dessus de nos têtes, à peu près, il n'y a plus d'air après tout. Donc, le son ne peut pas nous atteindre. Oui, moi, ce n'est pas exactement une question, mais une petite remarque qui me revient. Vous avez sans doute, comme un peu tout le monde, entendu depuis des années annoncer ce qu'on appelle, je crois, le jour du dépassement, ou une formule dans ce genre-là, Oui. qui recule vers le milieu de l'année, Oui. où on dit que l'humanité a consommé, en août, mettons, l'équivalent de tout ce que la Terre produit en un an. C'est ça, c'est son Et empreinte. jusque-là, je comprends très bien. Et ce qui m'embête, c'est que j'entends régulièrement tous les commentateurs, journalistes, politiques et autres dire « et à partir de là, l'humanité vit à crédit ». Et c'est l'expression « vivre à crédit » qui me paraît absolument déplacée dans ce cas-là, parce que comme on dit sur les notices des banques, un crédit vous engage et doit être remboursé. Là, ça n'engage absolument à rien. Et je ne vois pas auprès de qui on sera engagé et comment on ferait pour rembourser, parce que en fait, on n'est plus dans le crédit, on est dans la consommation du capital. C'est comme dans le bateau du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, où pour revenir plus vite, ils brûlent toutes les structures du bateau. Et quand ils arrivent, il reste la coque à Liverpool. Donc, je suis étonné que personne ne fasse remarquer aux gens que l'humanité ne peut pas vivre à crédit, parce qu'il n'y a pas de banque pour lui faire crédit. Oui, c'est une façon imagée de décrire la situation. Bien sûr, il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas de démarche, mais c'est comme si on prenait, c'est comme si raisonnablement, on prendrait une certaine quantité d'énergie en un an, ce qu'on appelle l'empreinte. Ça, ce serait la situation idéale. Nous prenons plus d'énergie que cette situation, donc c'est comme si on empruntait. Mais il ne faut pas prendre l'expression au pied de la lettre. Bonsoir, Monsieur Reeves. Une question. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Ah, Oui. Voilà. Alors, Question à $100. vous savez, cette question se posait au XIIe siècle, à une période où on parlait de Dieu et on disait que faisait Dieu avant le Big Bang? Et la réponse populaire, ça c'est Saint-Augustin qui cite cette histoire, la réponse populaire c'était de dire Dieu, avant le Big Bang, préparait l'enfer pour ceux qui allaient poser cette question.
Moi, En fait, nous ne savons rien parce que pour savoir quelque chose, il faut avoir des preuves. Et une preuve, c'est quelque chose qui daterait d'avant le Big Bang. Mais nous ne connaissons rien qui date d'avant le Big Bang. D'une certaine façon, c'est aussi une définition. Si vous dites que l'univers, c'est tout ce qui existe, bien, il est évident qu'il n'y a rien avant. Parce que s'il y avait quelque chose avant, il serait dans l'univers et vous ne poseriez pas cette question. Donc, il faut dire le Big Bang, c'est le. Je vais vous dire un peu comment on évalue. On dit d'abord l'univers doit être plus vieux que ses plus vieux habitants. Ça a l'air tout à fait semblable. Ça a l'air tout à fait correct de dire que l'univers doit, par définition, être plus vieux que ses plus vieux habitants. Alors, qu'est-ce qu'on a de très vieux dans l'univers? On a des étoiles. Les étoiles, maintenant, on sait dater leur âge. Le Soleil a 4 milliards 500 millions d'années, etc. Et quand on regarde un catalogue, on s'aperçoit qu'on n'a jamais vu une seule étoile qui ait plus de 15 milliards d'années. Bon. Ensuite, on regarde, il y a des atomes aussi qu'on peut dater. L'atome d'uranium qu'on utilise pour les réacteurs, on peut dater les plus vieux atomes d'uranium. Et là aussi, mais avec moins de précision, on trouve à peu près la même chose. Rien n'existe qui est plus vieux que 15 milliards d'années. Donc, c'est pratiquement une tautologie que dire que l'univers n'a pas plus de 15 milliards d'années. Les mesures plus précises donnent 13,8 parce qu'on n'a aucun objet dont on peut dire qu'il a plus vieux que 15 milliards d'années. Si on trouvait une étoile qui a 100 millions d'années, ce serait tout à fait possible, eh bien, on serait embêté. On aurait des problèmes avec le Big Bang. Il serait temps de retourner au boulot pour recommencer à travailler. Mais jusqu'ici, ça n'est pas le cas. Les plus vieilles étoiles, c'est 13,5 à peu près, 13,5 milliards d'années. Donc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne connaît rien dont on peut dire qu'il est plus vieux que le Big Bang. C'est une définition. Alors, on ne peut pas demander qu'est-ce qu'il y avait avant, puisque par définition, on a supposé qu'il était plus vieux que ses plus vieux habitants. Vous voyez, c'est beaucoup des questions de mots. moi, j'ai une question un peu plus fondamentale. Qui est censé représenter le singe dans votre slide? Qui il est supposé, pourquoi il est supposé représenter quelqu'un? C'est peut-être ressemblant, je sais pas, non? Ah bon? Attendez, on va essayer de retrouver ça. Bon, une question plus sérieuse. Oui, Oui, allez-y. j'ai comme on est en France, une petite question. Attendez. Ah. Qui pose la question là? Oui. C'est lui? Non, mais je peux D'accord. attendre, il n'y a pas de problème. Ah, on approche. Voilà. Voilà. À qui ressemble-t-il? Qui se reconnaît? Bon, ben, on a trouvé la réponse. Merci. Oui, comme on est en France, une petite question, je dirais un peu gauloise. Est-ce qu'avec tous les débris dans l'espace et dans l'atmosphère et toute la commercialisation proche à venir de l'espace, est-ce qu'il y a à craindre que le ciel nous tombe un peu sur la tête? Est-ce que ça commence à être un danger ou est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'on peut espérer qu'on puisse organiser tout ça? Si, il y a régulièrement des satellites qui nous tombent sur la tête. Les satellites descendent progressivement parce que comme ils sont dans une région qui n'est pas tout à fait vide, il y a du frottement et les satellites descendent lentement et il arrive qu'on identifie tel satellite et qu'on essaie de le guider, ça a eu lieu il y a quelque temps, de le guider au-dessus des océans. Mais il y a déjà beaucoup de satellites, beaucoup trop. L'inquiétude qu'il y a, c'est les collisions avec des satellites. Imaginez le Hubble, par exemple, c'est un satellite adoré des astronomes qui fait des photos fantastiques. Il rencontrerait un objet aussi petit qu'un bouton, il pourrait être détruit et inutilisable. Ça fait partie des risques de ce métier, oui. Bon, alors, moi, j'ai une question à poser. Tout d'abord, je veux dire, rendre un hommage à Hubert Reeves, dont j'ai lu bon nombre de ses ouvrages qui m'ont fort intéressé, comme Patience dans l'azur. Bon, et là, c'est pour ça que je suis venu à la
à cette conférence. Mais il y a une question un peu fondamentale qui va peut-être paraître un peu saugrenue pour certains. On sait que l'espace-temps, comme la matière, tout serait énergie. Alors, pourquoi y a-t-il quelque chose dans l'univers? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et d'où vient cette énergie? Ça, c'est des grandes questions. C'est une question qui m'intrigue, qui m'a toujours intrigué. C'est une question du philosophe Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Il n'y a pas de réponse à cette question. On regarde autour de soi, on voit qu'il y a quelque chose plutôt que rien, évidemment, et puis on parle, on commence à faire de la science à partir de là. Je pense qu'il y a il y a deux conditions pour commencer à faire de la science. Dire il y a quelque chose plutôt que rien, et ce quelque chose est organisé. Ce qui est aussi étonnant que le fait que des choses existent, c'est que ce quelque chose soit organisé. Ça, ce sont deux éléments qui sont fondamentaux et il n'y a pas de réponse possible. Il y a eu des quantités d'essais, mais ça tourne toujours en rond. Moi, je crois que ce sont deux faits qu'il faut admettre comme ça. Après ça, on peut faire de la science, poser des questions, mais trouver une réponse à des questions existentielles, pourquoi les choses existent, je pense qu'il n'y a pas de réponse parce que si vous l'expliquez avec des concepts, vous n'avez pas expliqué qu'il existe. Vous avez expliqué comment il est fait, mais vous n'avez pas donné de justification à son existence. Le monde existe, on s'en rend compte un beau jour, vous êtes un enfant, vous vous développez, vous vous dites, tiens, le monde existe, et puis après ça, vous pouvez faire de la science. Mais mon attitude, tout le monde n'est pas d'accord sur cette position, c'est qu'il y a des choses qu'il faut prendre pour acquis et qu'à partir de là, on peut développer des sciences. Mesdames et messieurs, je vous propose d'applaudir chaleureusement. Merci au CNAM de nous avoir accueillis ce soir. Merci aux bénévoles de la Société astronomique de France qui ont organisé la soirée. Et évidemment, merci à Pierre Léna et merci à Hubert Reeves. Et à très bientôt. Si vous avez quelques livres à faire dédicacer, profitez-en. Ouais, je vois.